Tout autre sujet maintenant avec un homme qui est introuvable, c'est l'imam Hassan Iqiyoussen. Il est sous le coup d'un arrêté d'expulsion qui a été signé par le ministre Gérald Darmanin, dans un premier temps contesté, donc il a été annulé par le tribunal administratif avant d'être à nouveau validé par le Conseil d'État. Il est visé également par un mandat d'arrêt européen. Cet imam, il est fiché S. Sa chaîne YouTube est suivie par 180 000 abonnés. Il est mis en cause pour des propos antisémites, des discours contraires aux valeurs de la République. Céline, certaines personnalités ont dénoncé un défaut de surveillance. Oui, et on va rappeler un peu la chronologie des événements. Mardi, donc, le Conseil d'État donne son feu vert à l'expulsion de l'imam. Cette information, c'est l'agence France Presse qui nous la transmet. L'AFP nous envoie une dépêche, un urgent comme on dit, à 15h09. Et une minute plus tard, à 15h010, on a ce tweet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le Conseil d'État valide l'expulsion de monsieur Iqiyoussen, qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national. Problème quelques heures après, quand la police arrive au domicile de l'imam, domicile avec un S, parce qu'il a plusieurs endroits d'ancrage, à Lourches, près de Valenciennes, et bien quand la police arrive, il n'y a personne, pas d'imam. Alors effectivement, ça a fait beaucoup réagir, notamment dans les rangs du Rassemblement national. Écoutez, le porte-parole du parti sur BFM TV, Philippe Ballard. C'est à peine croyable. Donc on est incapable de surveiller quelqu'un qui est quand même sous les projecteurs. Enfin, on n'en parle pas aujourd'hui. Hein. Vous en parlez depuis quoi, 3 semaines, 1 mois. Enfin, on pourrait juste savoir quand même ce que fait ce monsieur. Et ça, c'est la question que nous posons en fait ce midi. Ce n'est pas de savoir s'il s'est expulsé lui-même ou s'il doit être expulsé. La question est de savoir s'il y a eu un défaut de surveillance. Comment cet homme fiché S a pu disparaître? Alors d'abord, quand un individu est fiché S, ça veut dire que les services de renseignement jugent que potentiellement il peut porter atteinte à la sûreté de l'État. Mais ça englobe des profils très variés, plus ou moins sensibles, plus ou moins dangereux. Il peut y avoir des personnes radicalisées en lien avec le terrorisme, il peut y avoir aussi des militants écologistes et certains fichés S font l'objet d'une surveillance. Écoutez, Maître Pierrick Gardien, il est avocat en droit public au barreau de Lyon. Il peut y avoir de la surveillance électronique, de la surveillance téléphonique. Ça peut aller sur l'ordinateur, le téléphone de la personne, regarder les appels entrants et sortants, un peu ses habitudes. Et ça peut aussi aller sur de la surveillance physique, c'est-à-dire positionner des agents près du domicile de l'individu, surveiller ses allées et venues, et même entrer dans son domicile pour poser des mouchards, comme on dit. Voilà. Mais tout ça, ça dépend de la personne à qui les policiers ont affaire. Et ce n'est pas du tout automatique, c'est discrétionnaire, c'est du renseignement policier. Tous les fichiers S ne sont donc pas suivis et surveillés de manière active et permanente. On n'a pas des chiffres exacts puisque l'outil de fiche S est un outil secret défense, mais on estime qu'il y aurait entre 25 et 30 000 fichiers S sur le territoire. Ils ne sont pas tous automatiquement surveillés, c'est certain. La fiche, on dit qu'elle sonne, c'est-à-dire qu'elle va remonter dans les services d'information quand il y a un contrôle routier, quand il y a une interpellation, quand quelque chose se passe. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont fichées S qui ne le savent pas, et où il n'y a aucune conséquence. Parce que c'est très divers. Il peut y avoir des personnes suspectées de, vous savez, hooliganisme dans les stades, des black blocs, des extrémistes religieux. C'est très, très divers. Donc tous les individus ne sont pas extrêmement dangereux. Il y a une dangerosité de certains qui est faible, ou il y a un risque. On surveille, mais il n'est pas certain qu'il y ait à chaque fois des conséquences. Alors voilà, on nous explique qu'on ne surveille pas tous les fichiers S parce qu'ils ne sont pas tous extrêmement dangereux, mais aussi pour une question de moyens. Et c'est ce que nous rappelle Vincent Ventighem du service police-justice de BFM TV. On surveille des fichiers S, mais on le sait, on l'a découvert d'ailleurs du reste avec les attentats de 2015 et puis dans les années qui ont suivi, c'est que la France n'a pas les moyens de surveiller en permanence tous les fichiers S. Le ministère de l'Intérieur explique à longueur de temps qu'on peut surveiller le haut du spectre, mais Hassan Iqiyoussen n'était pas considéré comme quelqu'un de dangereux. La seule question qui demeure aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas intensifié un petit peu cette surveillance administrative ces dernières semaines, à partir du moment où on savait qu'il était visé par une mesure d'expulsion. Bon, justement, est-ce qu'il y a eu une faille alors? Est-ce qu'il a manqué de surveillance? Alors, le préfet des Hauts-de-France a pris la parole mercredi devant la presse pour se défendre en quelque sorte. Lui parle d'une surveillance proportionnée. On l'écoute. Monsieur Iqiyoussen était susceptible de se trouver à plusieurs endroits, lesquels faisaient l'objet d'une surveillance. Mais cette surveillance était proportionnée au pouvoir d'investigation dont les services de police bénéficiaient dans un cadre administratif. Et nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit.
dans lequel il est impossible, il n'est pas souhaitable, en dehors de cas de flagrance, d'exercer une surveillance permanente. Et pour Guillaume Fard, notre consultant police-justice, on ne peut pas parler de faille de surveillance et il nous explique pourquoi. Vous ne pouvez pas mettre en place des mesures administratives, des mesures qu'on appelle les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, précisément, sans les motiver. Sur quel fondement? Puisque vous avez quelqu'un qui, encore une fois, n'a été condamné à rien, qui a un casier judiciaire vierge, le ministère de l'Intérieur n'a pas réussi à démontrer qu'il appelait à la haine, qu'il appelait au terrorisme, qu'il avait fomenté quelques projets d'attentats en quelconque manière. Tout cela n'a pas été documenté. C'est pas sur le fondement du danger grave à l'ordre public qu'il est expulsé. C'est sur le fondement des propos discriminatoires. Alors pour résumer, l'imam Iqiyoussen, fiché S, toujours introuvable, a-t-il été insuffisamment surveillé? En réalité, tous les juristes professionnels du droit que j'ai interrogés m'ont apporté une réponse assez nuancée. C'est plutôt non, mais ça aurait pu être mieux. Écoutez, Maître Gardien. Défaut de surveillance, c'est difficile à dire puisque, encore une fois, il n'avait pas de condamnation pénale à son actif. Il y avait cette décision du Conseil d'État qui était attendue. Effectivement, on aurait pu surveiller pour s'assurer qu'il ne quitte pas le territoire. Ça aurait été vraiment la meilleure chose à faire pour mettre en œuvre l'arrêté d'expulsion. Mais un défaut de surveillance, il faudrait dire que cet individu présentait vraiment un danger immédiat pour l'ordre public. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Il a tenu des propos que tout le monde a condamnés, qui justifient son expulsion. Cependant, ce n'est pas comme un terroriste qui allait passer à l'acte et qu'il fallait immédiatement interpeller. Donc, défaut de surveillance, oui, peut-être, mais à relativiser, je pense. Alors, Maître Gardien dit peut-être. Demandons à sa prof, Anne-Charlène Bézina, puisque vous l'avez eu en cours. C'est vrai, et je le salue donc s'il nous regarde. La question, à mon avis, qu'il faut poser, c'est la distinction entre la police judiciaire et la police administrative, qui n'est pas forcément très claire pour ceux qui nous écoutent. En fait, la police judiciaire, c'est la répression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez commis quelque chose de grave, non seulement on vous surveille, mais on peut attenter à votre liberté d'aller et venir, et donc vous emprisonner. La police administrative, c'est la surveillance. Et la surveillance, on peut rien contre vous, parce qu'on peut pas vous contrôler, on peut pas vous pister. Sans ça, on sortirait de l'état de droit. Ça, c'est vraiment très important de le dire. Donc là, alors qu'on craint une expulsion, en effet, on aurait pu le surveiller, mais on n'était quand même pas dans le cadre d'une condamnation. Il n'avait rien fait, il n'y a pas de condamnation pénale, donc on ne peut pas surveiller toutes les personnes sur lesquelles on peut soupçonner qu'il y a un acte grave, notamment parce que sans ça, on rentrerait dans une société de la surveillance que tous les Français ont décrié d'ailleurs pendant la période du Covid. Donc on ne peut pas préventivement surveiller tout le monde parce qu'on rentrerait dans une méconnaissance de cette distinction entre la répression et la prévention. Anne-Charlène, encore une question pour vous. Je vous fais écouter, s'il vous plaît, Maître Simon. Donc, Lucie Simon, c'est l'avocate de l'imam Iqiyoussen. Je la recevais hier. C'est un autre sujet que celui que nous venons d'aborder, mais c'est l'exécution de l'arrêté d'expulsion. En effet. Écoutez ce qu'elle dit. Il y a une décision d'éloignement, une décision d'expulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande de partir. La personne en question, M. Iqiyoussen, part. Il quitte la France. Alors, ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision ministérielle. Il applique un arrêté ministériel d'expulsion, ce qu'on appelle un AME. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande de quitter le territoire. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que dit la loi, l'article L824-9 du CESEDA. Vous devez partir du territoire. Est-ce qu'il l'a appliqué lui-même ou pas? Non. Il y a deux niveaux de réponse à apporter. La première chose, c'est qu'un arrêté d'expulsion, il se fait d'un pays donné à un autre pays donné. Donc l'arrêté d'expulsion, et c'est marqué plusieurs fois d'ailleurs dans l'ordonnance du Conseil d'État, il devait être pour le Maroc. Donc on n'a jamais envoyé cette personne en Belgique. Et donc la Belgique, qui n'est même pas dans les États qui auraient pu accepter par un accord justement avec la France de le recevoir, puisque c'est lui qui y est spontanément, on n'est pas du tout dans l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, elle dit qu'il a exécuté l'arrêté donc d'expulsion qui a été pris par le ministre, sauf que ce dernier n'était pas encore applicable puisqu'on attendait la décision du Conseil d'État. Donc s'il était parti après, bien sûr, il aurait exécuté la mesure, mais il est parti avant. Donc il a exécuté une décision qui n'était pas exécutoire. Donc c'est pas possible. Il y a quand même un genre de folie autour de cette affaire. Thomas Soulier, donc Gérald Darmanin, manifestement, en a fait pour partie une histoire personnelle, sans doute politiquement. Mais donc, il demande à ce qu'on aille chercher pour le ramener en France un homme qu'il souhaitait voir quitter le territoire. Sauf que s'il revient, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il aura des possibilités de se défendre, ce qui est une logique absolue. Donc, il va rester.
il sera sans doute incarcéré puisqu'il y aura un risque qu'il s'enfuit, donc il va rester. Donc en fait, on revient à un système opposé, enfin un résultat opposé à celui que souhaitait le ministre de l'Intérieur. Oui, ça devient un sparadrap pour Gérald Darmanin avec une affaire en dents de scie, vous le rappeliez. D'abord, ce tribunal administratif qui n'accepte pas l'expulsion, donc c'était un désaveu pour lui. Finalement, le Conseil d'État, c'est une victoire pour Gérald Darmanin. Et 2 heures plus tard, patatras, on ne voit plus où est aujourd'hui l'imam. Et donc maintenant, pour Gérald Darmanin, ça commence à être une vraie difficulté. Il ne faut pas que ça se transforme en feuilleton politique, comme vous le disiez. Vous savez, à l'époque, François Hollande avait eu Leonarda. Et on voit que quand la comparaison n'est pas vraie sur les faits, mais politiquement, c'est le cas. Attention à ce que cette affaire ne pourrisse pas les jours et les semaines du ministre de l'Intérieur.